de chanter l'hymne national. J'insiste beaucoup sur cet élément parce que par la suite, beaucoup de choses ont été dites. Je pense qu'il n'y a eu aucune casse. En tout cas, rien n'a été montré comme tel. Personne, je dis bien personne, ne s'est plaint de quoi que ce soit. Donc le caractère pacifique des marches de ce jour n'est plus à démontrer. Malheureusement, malgré toutes ces précautions, nos amis politiques, nos camarades du côté de Yaoundé et de Douala se sont retrouvés embastillés. Aujourd'hui, donc, nous aurions souhaité, Guy Fokou, le départemental du MRC Belux, est en train de se démêler avec notre technicien du jour, Stéphane, pour essayer d'établir la connexion avec Pierre-Gaëtan Gamkam. Un exercice qui, je vous le répète, est répété depuis ce matin avec plus ou moins de succès. Et je vous disais qu'en attendant que nous soyons prêts, voilà, je vois encore là, je crois qu'on me signale qu'il est déjà repéré, qu'il est déjà avec nous. Disons, en attendant, comme je vous le disais, connectez-vous toujours, passez le mot, partagez la connexion, afin que nous soyons plus nombreux. Et de toutes les façons, pour ceux qui ne pourront pas être des nôtres, je vous rappelle que vous pourrez toujours voir la vidéo dans notre page Facebook de Belux. Oui. Voilà. Alors, à ceux qui viennent de nous joindre, je voudrais juste rappeler que vous êtes les bienvenus dans cette première communication politique qui vous est proposée par le service en charge en la matière dans le département Belux du MRC, c'est-à-dire le MRC dans la Belgique et le Luxembourg. Et que la communication du jour nous permettra de revisiter le chemin parcouru par le parti depuis la fatidique journée donc, du 7 octobre jusqu'à ce jour. Nous comptons reparler du hold-up électoral, du programme national de résistance, des arrestations et en prime donc, vous donner le témoignage live de Pierre-Gaëtan Gamkam, l'un des héros de cette journée du 26 janvier. Pour conclure avec le cas de Mamadou Mota qui, comme vous avez dû l'apprendre, passerait de très très mauvais moments actuellement. Alors, nous sommes en train de tenter de nous reconnecter toujours avec Pierre-Gaëtan Gamkam, mais je pense que nous l'aurons peut-être seulement en audio. J'attends que du côté de la technique, on me dise finalement ce qu'il conviendra de faire. On va essayer, oui, on va essayer de le mettre en audio sur WhatsApp, malheureusement. Voilà. Mais en tout cas, ce sera quand même une moindre chose dans la mesure où on aura au moins l'opportunité de l'entendre nous dire. Oui, oui, vas-y, on va commencer. Hein. D'accord? En audio. Oui.
Chers amis, comme l'ami politique Siméon Songo vient de vous le dire, nous avons essayé en vain de rétablir la connexion via Facebook avec notre ami Gaëtan Gakam au Cameroun. Pour des raisons que nous ignorons, ça ne passe pas, ça ne marche pas vraiment. Et pourtant, ce matin, nous avons pu faire des tests qui étaient tout à fait concluants. Donc, nous allons avancer dans notre programme en restant à travers WhatsApp. Donc, en espérant ici que vous pourriez suivre ce que nous dit notre ami. C'est hélas la seule solution qui nous reste aujourd'hui pour malgré tout avancer dans cette communication politique. Voilà. Notre ami Siméon vous a déjà donc donné une introduction du programme de ce jour. Nous allons tout simplement passer à la première partie. Je laisse la parole à Siméon pour conduire cette première partie d'échange avec notre camarade. Donc. Alors, moi je voudrais, pour commencer, d'abord demander à... D'abord, bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre, la communication n'est pas très bonne. Peut-être on va faire très... Il me semble que je vous retrouve enfin sur Facebook. Je ne sais pas si on peut reprendre. Eh bien, oui, si tu peux, donc, on va... Mais on va donc essayer hein, de te passer à l'antenne. Notre technicien est en train de faire le maximum pour cela. Oui. En cours de téléchargement, comme on dit. Oui, tu tiens il faut tenir ton téléphone de manière horizontale pour être intégré ici là au live. On te voit connecté, hein, mais tu ne passes pas encore à l'antenne. Il faut probablement que tu acceptes l'invitation, que tu rejoignes. À vous qui nous regardez donc sur Facebook, Pierre Gaëtan est en train de se connecter. On dirait que nous l'avons perdu. Alors, on nous demande, je vois c'est Albert qui demande qu'il change de méga, mais je crois qu'il nous a rassuré avoir fait le nécessaire. Hein, pour avoir une très bonne connexion. Il nous a rassuré d'avoir pris le nécessaire pour avoir une très bonne connexion. Oui, bon, on va aller par audio. Hein. Oui. Gaëtan? Oui, alors on va donc aller... Oui. On va aller par audio. Mes chers amis, nous sommes vraiment désolés de... Gaëtan, on va aller par audio. Hein? Oui, on va aller... Oui, on va aller par audio. Je voulais peut-être essayer une dernière fois. Merci. Il faut allons-y. Oui. Oui, allons par audio. Oui. Déjà, bonjour. Et la toute première question qui me vient à l'idée, c'est de savoir... Après notre... Oui, allô, Gaëtan?
Oui, on te suit, mais nous avons eu quelques problèmes de connexion. Est-ce que tu peux reprendre la réponse hein, à la question de savoir comment tu vas aujourd'hui? Oui. Ah d'accord, je disais que je vais comme un ex-détenu qui a été arrêté injustement, incarcéré au mépris de tous ses droits, qui a passé 6 mois en détention préventive, une détention qui a été sanctionnée, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, par une ordonnance de non-lieu. Il y a quelques semaines maintenant, quelques jours maintenant. Oui, Gaëtan. Gaëtan. Oui. Oui, alors pour aller de façon... Oui, pour aller de façon méthodique, est-ce que tu peux nous dire déjà si ton pied va très bien? Mon pied va bien. Je vais le dire aujourd'hui tout en rendant grâce à Dieu. Je suis sur mes 2 jambes, je peux marcher. J'ai des séquelles qui vont rester, j'ai eu envie de dire éternellement, mais j'ai des séquelles que je vais porter jusqu'au dernier jour. Je suis debout de toutes les façons. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, Gaëtan, est-ce que tu peux nous retracer un peu chronologiquement ce qui s'est passé cette journée du 26? D'abord, comment tu te retrouves à Douala? Oui, le 26 janvier, ce fameux jour, je vais déjà dire que je ne vis pas à Douala. Je vis du côté de l'ouest, plus précisément dans la ville de Keken. C'est un arrondissement parmi les 5 que compte le département du Onka. Oui. Donc, je suis à Douala. Je suis à Douala depuis une semaine, je veux dire avant le 26 janvier. Ou alors jusqu'au 26 janvier, je consommais comme ça une semaine du côté de Douala. Et ce fameux matin, j'ai décidé de répondre à l'appel qui avait été lancé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, parti auquel j'appartiens. Oui. Nous nous sommes rendus, ou alors nous sommes descendus dans la rue parce que on estimait que le Cameroun méritait une autre gestion. On s'est dit qu'on avait en tant que citoyen républicain notre mot à dire et qu'on pouvait pleurer, se faire entendre. Parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Oui. Au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, on a cru bon devoir crier, pleurer pour que quelque chose soit fait. Oui, alors, comment tu te retrouves devant, pour aller plus vite, comment tu te retrouves devant le policier qui tire sur toi? Comment ça se passe, votre rencontre? Très bien. Je vais dire que nous sommes en face de l'hôpital général de Douala. Nous sommes assis à même le sol en train d'entonner des chants patriotiques sous le regard des policiers qui, pendant certains temps, étaient vraiment très calmes. Ils nous observaient, ils venaient au grand. Mais au bout de 5 minutes par là, je crois jusqu'aujourd'hui qu'ils ont reçu une instruction de nous mater. D'ailleurs que nous étions même surpris qu'ils nous observent sans rien faire, parce que quelques minutes auparavant, non loin de là, de l'hôpital général, il venait de tirer sur Célestin Jamin. Oui. C'est même la raison pour laquelle nous nous sommes regroupés devant l'hôpital régional, question de lui témoigner notre solidarité. Donc si nous sommes assis là-bas en train de chanter, c'est parce qu'une fois arrivés là-bas, ils nous ont empêchés d'entrer. Nous avons fait un sitting et donc ils nous ont dispersés au bout de quelques minutes à coups de gaz lacrymogène, de matraques et de tirs dans tous les sens. C'était la débandade et j'ai pris la route qui s'est ouverte devant moi. Oui. En essayant de m'éloigner au maximum
maximum de ce milieu, de cet endroit. C'est comme ça que je me retrouve dans un quartier, c'est pas là-dessus qu'on me donnera le nom, parce que je dois dire que je ne maîtrise pas très bien la ville de Douala. Oui. Je me retrouve donc au quartier Malanguet, la prononciation, je ne sais pas si elle est exacte, c'est le quartier qui est exactement en face de l'hôpital général de Douala. Oui. Pendant que je suis en train d'essayer de m'éloigner, il y a un groupe de garçons qui avait pris une dame en otage, si j'ose dire. Une dame dont l'âge doit tourner autour de 40, 50 par là. Oui. Il la menaçait, ça avait tout l'air d'une agression. Oui. Malheureusement pour moi, je me suis dit que je pouvais les ramener à la raison. Parce que parmi il y avait des jeunes comme moi. Je vous allez leur demander mais pourquoi ils s'en prenaient à cette vieille qui ne fait que fuir les balles parce que ça crépitait. Ça allait dans tous les sens derrière nous pendant qu'on essaie de s'éloigner. Et si je m'arrête, c'est parce que j'ai cheminé sur quelques mètres avec la dame. Oui. Quand les messieurs s'en prennent à elle, je ne pourrais donc pas la lâcher. Je m'arrête et puis finalement, ils ont montré qu'ils étaient très très violents. Ils sont montrés très violents, j'allais dire. C'est comme ça que d'un moment à l'autre, ils ont fait signe à un policier qui était resté posté au niveau du goudron. Le policier est venu et ils ont livré la dame sans raison. Et donc vous pensez que ces jeunes étaient les complices de la police alors? Pierre Gaëtan? Je peux le dire parce que... Allô? Oui. Allô? Oui, vas-y, oui. Oui, j'ai dit que ces jeunes vraisemblablement étaient de connivence avec la police. Si ce n'était même pas des policiers en civil, qui sait? Mais j'en doute quand même qu'ils soient des policiers en civil parce qu'ils avaient tous des voyous. Ils nous ont menacés en disant que nous allons, en nous demandant d'aller faire ces bêtises chez nous à l'ouest. On pouvait entendre des propos de gens Salbamileke, nous n'allons pas vous laisser faire ça ici, le pouvoir, vous ne l'aurez jamais, et tout un tas d'autres choses assez choquantes. Bon, donc voilà qu'on a rendu la dame chez le policier. Oui. Oui, donc en réalité, vous n'étiez même plus... il n'y avait plus de manifestation en fait. Parce que nous sommes partis de l'hôpital général, il n'y avait plus de manifestation. Oui. L'hôpital général pour aller soutenir Célestin Jamais. Parce que le rassemblement a eu lieu à Kaïdej, pour aller de 700 mètres, voire 1 kilomètre au camp. Allô, Pierre Gaëtan? Nous avons des problèmes. Allô? Nous sommes rentrés par le quartier. Et donc ces messieurs nous ont bloqués et ont fini par rendre d'abord la dame dont je parle qui s'appelle Guimechop Adel. D'accord. Oui. Qui se trouve à l'heure actuelle à la prison centrale de Kondengui. Ah, donc elle est encore détenue aujourd'hui. Oui, exactement, parce que quand on l'a rendue, dès que le policier lui a intimé l'ordre d'avancer vers le véhicule. Oui. Et elle marchait. Au bout de 2-3 pas, le policier lui a mis une balle dans la jambe. Exactement comme ce fut le cas pour moi. Ah, d'accord. Ok, donc elle aussi, elle a reçu un tir. Oui. Madame Guimechop Adel, j'étais d'ailleurs à l'hôpital avec elle parce que finalement, nous nous sommes retrouvés à l'hôpital. Oui, on y revient dans un instant parce que en réalité, la vidéo, celle que tout le monde a vue et qui a fait les tours, c'est cette vidéo où on voit le policier qui te tire dessus. Et donc là, tu nous dis aujourd'hui que cette dame aussi a subi exactement le même sort que toi. Exactement le même sort. D'accord. D'accord, c'est terrible. Mais au moment où le policier tire sur toi, enfin, je veux dire que tu avais obtempéré et tu marchais devant lui, comme on a vu tous dans la vidéo.
Est-ce qu'il était menaçant? Est-ce qu'avant, tu as fait un geste? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui, selon toi, a déclenché sa réaction? Croyez-moi, rien. Parce qu'en réalité, dès qu'il a tiré sur la dame, toute la foule était tétanisée. Tous ceux qui avaient vécu la scène d'avant, c'est-à-dire le moment où les gars du quartier la brutalisaient et que nous essayions d'intervenir, tous ceux qui étaient rassemblés là-bas étaient surpris de voir que le monsieur n'a pas hésité à filer une balle à la dame. Mais malheureusement pour moi, quand il se retourne, celui qui a livré la dame aux policiers, dès qu'il se retourne, nos yeux se croisent. Il me remarque donc, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de le ramener à la raison quelques minutes auparavant. Comme il me voit, il me dit, bon voilà, toi aussi tu voulais intervenir tout à l'heure, avance. Le policier, entendant sa voix, se retourne, ayant déjà tiré sur la dame, et m'interpelle également. Je me rends. En me rendant, la seule parole que je lui adresse, c'est la question suivante. Comment pouvez-vous tirer sur une dame qui s'est rendue sans aucune autre forme de procès? Parce que croyez-moi, elle ne lui a pas adressé la parole. Dès qu'on l'a appelée, elle a dit, ah, allons-y, non, nous avons fait quoi? C'est ce qu'elle a dit. Et donc, elle avançait devant le policier. Comme je passe également à lui, ça, vraiment, vous n'auriez pas dû le faire. Comment vous pouvez tirer sur une maman comme celle-là? Il me dit, si tu m'adresses encore la parole, je te bute. Et si vous regardez bien la vidéo, vous verrez qu'à un moment donné, c'est comme si j'avais levé la main. Parce que quand il me dit, si tu m'adresses encore la parole, je te bute, je lui dis, ah désolé, je ne savais pas que ça avait atteint ce point-là. Je me retourne donc, je n'avais pas fini, mais un second pas, que j'ai également entendu un coup de feu. Un bruit bizarre dans le dos. Oui. Avant de me tourner, j'avais reçu la balle dans la jambe. Alors, je sais que c'est peut-être difficile à évoquer, mais quand il te demande de repartir, c'est-à-dire de marcher, tu as fait quelle distance encore pour aller, en fait, j'imagine qu'il y avait une voiture qui vous attendait quelque part? Qu'est-ce qui se passe immédiatement après cela? Vous voulez dire après que j'ai reçu la balle? Parce que Oui, j'ai oui. un peu perdu là, le réseau. Donc, quand je reçois la balle, vous avez remarqué que je tombe. Oui. Je tombe sur le côté. Et puis je me relève quelques secondes seulement après. Oui. Parce qu'il vient et m'intime l'ordre de me relever. Oui. Il me dit, lève-toi, si tu ne te lèves pas, je t'achève. En armant une fois de plus son arme. Oui. Si vous permettez la violence. Il me dit, lève-toi, si tu ne te lèves pas, je t'achève. J'étais donc obligé d'aller puiser au fond de mes tripes pour sautiller tel que vous avez pu observer sur la vidéo. Et puis je l'ai fait sur environ 10 mètres. Oui. Je l'ai fait sur environ 10 mètres, j'étais déjà au goudron. Oui. J'étais déjà au goudron parce que comme je vous ai dit, on était parti du goudron, la route principale. Et Oui. une fois là-bas, il y a une autre manifestante qui m'a tenu par la main et a essayé de me conduire, une jeune dame. Oui. Une jeune dame que je connais pas. Elle est venue le faire parce que je n'arrivais plus à marcher et les policiers tout autour se moquaient plutôt de nous, ils nous insultaient parce qu'à côté il y avait également la dame. Oui. Sur laquelle on avait aussi tiré. Oui. On la traitait de sale bordel, on lui disait voilà maintenant on verra si Kamto va vous donner une jambe, allez vous faire foutre. Et puis on saignait, on se vidait de notre sang. C'est comme ça que la jeune dame est venue, puisque le portail était à 0 pas de là. Elle m'a conduit, tandis que sans doute quelques personnes ont également conduit la dame jusqu'à la guérite. Et une fois là-bas, les urgentistes, j'imagine, nous ont conduits vers le compartiment, quoi, là, ils appellent ça chirurgie. Oui. L'hôpital général. Et vous avez été tout de suite prise en charge? Non. Nous avons encore attendu un peu plus d'une heure pour être pris en charge. Bien. Et bizarrement, pendant qu'on était même allongé là-bas, on saignait, d'autres personnes, d'autres blessés arrivaient. Et il y a comme JLK qui nous a rejoint là-bas, c'est un autre militant que j'ai connu à l'occasion de ces événements, Guy Roland Kwam qui est encore en prison.
Il nous a rejoint là-bas avec le bras totalement fracturé. Oui. Il y a un autre monsieur, Obamil Charles, qui nous a également retrouvé avec le crâne ouvert. Il avait reçu une grosse D'arme sur le crâne. en plein dans la tête. Oui, donc ils nous ont tous reçus et ils nous ont rejoints là-bas. Et c'est après un peu plus d'une heure que les soins ont effectivement commencé. Et quand on vous a administré, quand on vous a administré les premiers soins, qu'est-ce que le personnel médical vous a dit? Vous étiez hospitalisé normalement? Tout à fait. J'étais hospitalisé normalement, sauf qu'il y avait un déploiement impressionnant des policiers autour de l'hôpital. Autour et à l'intérieur de l'hôpital. Je dirais même que dans nos chambres, oui, il y avait des policiers qui passaient. Moi ne connaissant pas bien les lieux, je me suis dit que c'est ce qui se fait habituellement. Moi qui étais couché, donc oui, je n'étais pas surpris de voir un policier. Je me suis dit qu'il faisait son travail. Sauf que c'est plus tard qu'on comprendra qu'on était déjà, je vais dire, en otage. oui, littéralement. Depuis le moment où nous sommes entrés là-bas. Et oui, si tu peux un peu nous situer, c'était vers quelle heure en fait que vous avez reçu les soins? C'était la nuit? C'était à quelle heure à peu près? Nous recevons les soins, je crois bien autour de 14 heures, parce que les événements, ça dégénère très tôt. On est là autour de 9h-10 heures quand nous prenons les balles. oui. C'est autour de 13 heures que nous avons été pris en charge. D'accord. Et comment ça s'est passé maintenant, je veux dire, nous on va appeler ça l'enlèvement. Comment est-ce qu'ils viennent à l'hôpital vous prendre et qu'est-ce qu'ils vous disent? Voilà. L'enlèvement a lieu le 28, le lundi 28 janvier autour de 20h. Mais Donc, avant cela, les équipes étaient arrivées à l'hôpital un peu plus tôt. Je veux dire les équipes de la DRPJ, oui, Direction régionale de la police judiciaire. On avait remarqué des mouvements inhabituels. oui, À l'intérieur, ils allaient, revenaient, ils recevaient des coups de fil, des instructions passées. Et puis, ils ont décidé autour de 19h30 de passer à l'assaut. Nous étions regroupés dans une seule chambre. oui, Parce que moi, par exemple, on m'avait arraché le lit ce lundi-là même très tôt le matin. Pourquoi? Parce que dans mon sommeil, je ne sais pas, j'aurais pris une mauvaise position et j'ai énormément perdu du sang. oui, Le matin, j'ai demandé que le drap soit remplacé. Le matin, quand j'ai demandé que le drap soit remplacé parce que ce sang me traumatisait, ils sont venus m'arracher le lit en disant qu'ils allaient changer ça ailleurs, qu'ils devaient aller remplacer le drap et puis ramener. J'ai passé toute la journée presque debout. Donc, debout? j'ai trouvé refuge dans un local et c'est là-bas qu'ils sont venus nous enlever. Je précise que je portais une perfusion comme tous les autres d'ailleurs. Oui, J'ai passé toute une journée avec ça comme ça, à trimballer, en sautillant sur une seule jambe. Et puis, dans l'hôpital général. Donc, on n'a pas pu vous donner un deuxième lit immédiatement. vous dites? Je dis à l'hôpital général, donc on t'a enlevé du lit sur lequel tu avais été admis au départ et pendant toute une journée, on ne t'a pas donné un autre lit. Tu as dû rester debout. Oui, exactement, c'est ce qui s'est passé. Alors, au moment où ils vous prennent, donc, vous êtes, j'imagine, tous réunis, c'est-à-dire les Ndjamen et tout le monde, et ils vous transportent d'abord où, au service provincial de la police judiciaire, ou bien c'est directement vers Yaoundé? Voilà, on m'a déjà dit que Célestin jamais été de l'autre côté, je veux dire dans le même établissement hospitalier, mais on n'était pas ensemble au moment de l'assaut. Quand Oui, ils sont venus, ils nous ont dit, écoutez, on vous amène à un endroit où vous aurez droit à des soins plus appropriés. C'est ce qu'ils nous ont dit. Qu'ils allaient nous amener à un endroit pour des soins plus appropriés. C'est comme ça qu'ils ont arraché nos perfusions. Je parle des policiers et non du personnel soignant. ah, c'est les policiers eux-mêmes. Oui, Ils ont arraché nos perfusions pour tout le monde. Et puis, ils nous ont conduits vers des véhicules qui étaient déjà prêts à l'extérieur. Et
puis, personnellement, quand je suis rentré dans le véhicule qui devait me conduire, j'étais le seul. Oui. Vous voyez donc qu'il y avait beaucoup de voitures. J'étais le seul, mais la voiture était presque en surcharge. Parce qu'à la cabine, nous étions 2 plus un chauffeur, 3. Vous imaginez bien que les autres étaient des policiers. Oui. C'est pour vous décrire, je vais dire, la violence Oui. de cet enlèvement. C'est-à-dire que c'était une Peugeot, je crois, 607. Derrière, il y avait 4 policiers, tous cagoulés. Et puis devant le chauffeur, un autre policier, et puis moi au milieu. Malgré mes blessures, vous voyez, vous imaginez un peu au siège passager devant là-bas. Oui. Soyez 2 alors que... Normalement, c'est prévu pour une seule personne. Voilà, et c'est quand nous étions déjà embarqués que quelqu'un est venu dire au chauffeur, allez, DRPJ. C'est exactement comme ça qu'ils ont procédé. Donc c'est quand tout le monde était embarqué dans le véhicule que celui est venu dire au chauffeur DRPJ. J'imagine qu'il est passé donner le même message à tous les autres chauffeurs. Oui. Je peux vous dire que jusqu'au moment où nous enlèvent, paraît-il, même certains policiers ne savent pas où ils vont nous amener. Et le... C'est comme ça qu'on chute dedans. Ils ne savent pas où ils nous amènent. Oui. Parce que c'est quand ils ont fini que quelqu'un est venu dire au chauffeur devant moi, on va à la DRPJ, qui est la direction, la délégation régionale de la police judiciaire. Et quelle était... Une fois là-bas, Pierre Gaëtan, oui, quelle était l'attitude du personnel médical? Ils vous ont laissé partir comme ça, ils n'ont pas protesté, enfin je ne sais pas. oui, ils étaient à l'écart. D'ailleurs que parmi nous, pour parler un peu du personnel médical, il y en a qui n'avaient que de petits bobos, soit qui avaient été un peu intoxiqués par le gaz lacrymogène, qui pouvaient rentrer chez eux depuis le samedi 26. Oui. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, on te suit très bien. Ils pouvaient rentrer depuis le samedi 20. D'accord, ils pouvaient rentrer, ils ont même d'ailleurs émis le souhait de partir. Oui. Je parle par exemple, malheureusement le nom ne vient plus, mais il est également en prison. Il a demandé à partir parce qu'on l'avait déjà désintoxiqué, tout ça, il a même voulu payer pour ses soins. Mais on ne faisait que nous dire qu'on attend des instructions. Pour nous, c'était des instructions de la hiérarchie de l'établissement où nous nous trouvions. Or, à la fin, on a compris que ça venait derrière cette hiérarchie. Oui. Donc, ils nous ont laissé partir. C'est même eux qui nous livrent à la police parce qu'ils nous ont pris en otage là-bas en nous faisant croire que voilà, on était encore sous observation. Et à plusieurs reprises, ils sont même venus nous dire, bon écoutez, aujourd'hui vous partez. Je pense par exemple au dimanche qui a suivi le 27. Oui. La DGA, c'était une dame. La DGA de l'hôpital est venue nous regarder avec pratiquement tout son état-major. Et elle était satisfaite selon ses dires de la qualité des soins. Elle disait que voilà, à tout moment, nous allons rejoindre nos familles. Oui. Mais quand on vient nous enlever, personne ne s'y est opposé. Personne là-bas. Bon, alors, maintenant que on vous amène donc au service provincial, à la DRPJ, là-bas, il y a un dispositif sanitaire ou bien, parce qu'on vous a quand même arraché vos perfusions. Quand on vous amène là-bas, en attendant votre transfèrement sur Yaoundé, il y a un dispositif de santé, quelque chose comme ça? Rien. À la DRPJ, où nous avons passé environ 2 heures de temps, on était cuisinés par les feux lignés de la police. C'est comme ça que les journalistes disent souvent. Donc quand on arrive, ils commencent à nous interroger, à nous auditionner, je veux dire. Ils ont fini même avec tous les 6. Et à chaque fois, pour finir, pour boucler l'interrogatoire, ils nous demandaient ce que nous voulons maintenant, si nous voulons rentrer. Tout en nous précisant qu'il se fait tard. C'est-à-dire que chaque fois qu'on avait bouclé avec un client, on lui disait, bon voilà, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux rentrer chez toi? Il se fait quand même tard, on fait comment? Nous avons même cru qu'ils se souciaient plutôt, ils avaient plutôt peur pour notre sécurité, qu'ils pouvaient nous garder et puis nous faire rentrer tôt le matin. Parce que la question prêtait bien à ça. Oui, mais en réalité, c'était une manière cynique simplement de leur part de se moquer de vous. Parce que, avec ce que tu nous dis là, manifestement, dès le départ, dès le moment où ils vous ont admis, vous avez été admis à l'hôpital, pour eux, vous êtes devenus des otages.
ils ont mis en place tout un mécanisme, toute une machine pour pouvoir vous maintenir et en fait vous amener en prison à Yaoundé, en Kondengi, tout simplement. Exactement, pour nous torturer moralement. Oui. Donc quand ils le disent, nous tombons dans le jeu et puis nous sommes même soulagés. Nous sommes même soulagés parce qu'il faut dire que chacun s'inquiétait déjà. Oui. On avait compris de toutes les façons, du moment où on était à l'hôpital général, on avait compris qu'il se tramait quelque chose. Donc finalement, quand il nous pose cette question, on est un peu soulagé. Et quelques minutes après, pour aller un peu vite, on aperçoit le président élu, le professeur Maurice Kanto, accompagné de Christian Pepekoka et de l'honorable Albert Zonga. Oui. Dès que nous les voyons venir, c'est le sourire sur toutes les lèvres. Je dis pour nous les 6. Oui. On se dit qu'il est venu nous rendre visite ou alors il a appris pour notre enlèvement et il est venu nous regarder. Parce qu'on avait, du moment où on était à l'hôpital, vu à travers les réseaux sociaux, la visite qu'il a rendue à Michel Doki, Oui. qui a pris une balle, mais qui a été interné dans une autre structure. Donc on le voit venir, on est content, mais bizarrement, quelques minutes plus tard, on comprend que lui également venait d'être Arrêté. enlevé. Enlevé, oui. Oui, de chez Albert Zonga. Il n'était pas seul. Dès qu'ils sont entrés, il y a une soixantaine d'autres personnes. Il y a une soixantaine d'autres personnes qui les suivaient. Oui. Et c'est sur un coup de fil. C'est sur un coup de fil que le délégué régional de la police en personne décide de nous mettre ensemble. Oui. Parce que comme je l'ai dit, on avait déjà passé les auditions, mais il arrive, demande à celui qui conduisait les enquêtes notre effectif. Oui. Il lui répond 6. Et il est au téléphone pendant ce temps. Il transmet ce message à son interlocuteur. Il transmet ce message, cette information à son interlocuteur. Et dès qu'il finit, il dit en tout cas en lui tendant une liste. Sur la liste, j'ai vu le nom de tous ceux qui étaient venus de chez Zonga, parce qu'ils étaient plus de 70. Dès qu'il est dans la liste, il lui demande d'ajouter nos noms. D'accord. Et que pendant ce temps, il n'est pas là. D'accord. Alors, comment ça se passe? Oui, comment ça se passe le transfèrement sur Yaoundé et voilà, comment vous arrivez déjà le parcours Douala-Yaoundé Se fait sous quelles conditions? sans escale ou bien comment ça se passe? Il n'y a pas eu d'escale, pas de pause pipi, rien. C'était la nuit, Ce hein? qu'il faut dire, le moins qu'on peut dire, bien sûr, puisque l'opération ou les opérations démarrent autour de 20h. Avec le temps qu'on fait à la DRPJ, le voyage commence dans les enclavures de minuit. Oui. Si ma mémoire est bonne, autour de minuit. Et le moins que je puisse dire, c'est que ce fut un voyage à tombeau ouvert. Ce fut un voyage à tombeau ouvert. Nous avons été embarqués comme, je ne sais pas, comme des fagots de bois dans des bus. Il y avait un car, une agence, je ne sais pas s'il faut la citer, 70 places. Non, c'est pas nécessaire. Voilà, qui a porté les uns. Et moi, je me suis retrouvé plutôt dans une IAS de un car de la police. Oui. Mais dans d'autres véhicules, il y avait beaucoup d'autres camionnettes, les jeeps de la police. Au moins une dizaine sur la route pour nous escorter. D'accord. Et vous êtes allé directement... Vous êtes allé directement à la prison à Kondengi. Quand nous partons de... Je ne vous ai pas suivi. Je voulais savoir si, comme tu dis qu'il n'y a pas eu d'escale, donc vous êtes allé directement à la prison à Kondengi. Non. Nous chutons le lendemain matin, c'est-à-dire le 29 mardi, au GSO en Van, au quartier Van à Yaoundé. Oui. Au GSO. Et une fois là-bas, nous sommes repartis sur je ne sais trop quelle base. Nous sommes repartis comme ça, de manière aléatoire. Et je me retrouve au CED parmi 24 autres manifestants. Oui. C'est là-bas que je fais leur connaissance. Nous sommes au secrétariat d'État à la Défense, donc au nombre de 25. Les plus illustres d'entre nous étaient Célestin Jamen et le conseiller Christian Pepekoka. Le docteur Renan, nous avons passé 15
jours au 7. 15 jours. Dans des conditions les plus inhumaines. Alors, Pierre Gaëtan, Oui. oui, alors quand est-ce que tu as vu, que vous avez rencontré, que toi tu as rencontré ton avocat, ou bien l'un de vos avocats pour la première fois? J'ai vu un avocat du parti pour la première fois. Bref, nos avocats le 12 février. Le 12 février au tribunal militaire. Ah. Donc, entre-temps, vous n'avez pas eu même une visite Nous n'avons pas eu accès à nos avocats. Malgré nos multiples demandes. Oui. Tout le temps, il faisait dans le dilatoire, il nous racontait des histoires de mis debout. C'est plus tard que nous comprendrons que les avocats avaient pas essayé. Ils avaient tout essayé d'ailleurs. Mais il n'arrivait même pas à déterminer où vous étiez exactement. Vous dites? Je dis que en réalité, les avocats n'arrivaient même pas à déterminer exactement où vous étiez, puisque vous étiez enlevé et gardé presque secrètement. C'est Ah, clair. oui. Et quand bien même ils ont finalement su que nous étions au 7, ils n'avaient pas toujours accès à nous. Oui. Même au cours de nos auditions qui ont eu lieu là-bas, parce que nous avons été auditionnés, c'était sans, n'est-ce pas, l'assistance de nos avocats. Et pendant ce temps, parce qu'on voit quand même qu'une dizaine de jours s'étaient écoulés, pendant ce temps, comment ça se passait pour vos soins, pour tes soins, vous qui étiez blessé? Blessé, oui. Comment ça se passait? Oui, comme au 7, puisqu'il y a une infirmerie à un jet de pierre de là, c'est le Koka Yéya, pour ceux qui connaissent Yaoundé. C'est l'infirmerie, paraît-il, du 7. Et déjà le premier jour, les médecins sont venus, les infirmiers, je ne sais pas trop, sont venus nous voir là-bas. Oui. Et puis ont pris nos paramètres pour tout le monde, de manière globale, avant de nous admettre dans les cellules. Maintenant, pour le pansement, j'ai dû attendre, je crois, 2-3 jours et pour être extrait de ma cellule avec Célestin Jamen également, Oui. que nous soyons reçus à l'infirmerie. Oui. Et pour le faire, il a fallu tambouriner parce que j'avais mal et puis le pied, je vais dire, se décomposait. Oui. Il se décomposait, ouais, c'est un peu le choc quand je pense à ça. C'est terrible. Le pus se formait déjà et nous avons dû, parce que l'homme sachant s'adapter à toutes les conditions, nous avons même développé des stratégies de communication avec d'autres cellules. Oui. C'est-à-dire les cellules avoisinantes. Et donc nous avons lancé le mot d'ordre, on a tapé sur tout ce qu'on pouvait voir pour faire du bruit. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'ils sont venus nous faire sortir, non sans nous insulter copieusement, nous traiter de tout. Voilà. Mais nous avons été conduits au CAIAF. Sauf que là-bas, il arrivait, puisque je vais résumer, en 2 semaines, j'ai eu droit à peut-être 3 pansements. Mais il y a eu des fois où ils ont remis la même bande, c'est-à-dire qu'ils détachaient juste pour nettoyer, et puis après vous disent qu'il n'y a pas de bande ici. Il n'y a pas de bande ici. Donc un mépris total des conditions minimales d'hygiène. Voilà. Puis vint le jour de votre transfert à Kondengui. Pardon? Puis vint le jour de votre transfert à Kondengui. Donc, nous souhaitons ici, là, Gaëtan, qu'on aborde, bon, puisque pour que ce ne soit pas très très long, vois-tu, donc on aura l'occasion éventuellement de reparler en détail peut-être d'autres aspects, mais nous souhaitons... Excusez-moi de l'interrompre, j'ai des soucis là, je vous entends, je n'ai pas trop coupé. Ah. Vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Oui, je disais que nous souhaitons ici qu'on aborde maintenant votre séjour en Kondengui. Oui, qu'on parle du séjour, donc, oui, notamment de votre entrée en Kondengui, qui est quelque chose d'assez emblématique, assez terrible, tel que tu m'as décrit lorsque nous préparions ce live. À titre de rappel pour nos amis politiques qui nous suivent, pour ceux qui ne le savent pas encore, la prison de Kondengui existe depuis le début des années 70, comme on dit en Belgique, 70. Et que cette prison avait été prévue pour 800 000 places, je crois. Oui. Et qu'aujourd'hui,
il y en a, enfin, il y a près de 6000, environ 6000 pensionnaires, et parmi lesquels à peu près 80% ne sont que des prévenus, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore été jugés. Alors, dans quelles conditions toi voilà, dans quelles conditions toi tu te retrouves, enfin tu te retrouves là-bas, les cellules, enfin oui. Lorsque nous arrivons à Kodengui, cette nuit-là du 12 février, du 13 février, nous sommes conduits dans ce qu'ils appellent la cellule de passage. Voilà. C'est une pièce de quelques mètres carrés où on entasse. C'est l'enfer sur terre. Ils nous ont entassés là-bas, nous étions une centaine de personnes. On dormait les uns sur les autres. Notre séjour là-bas était prévu pour durer 24 heures, selon ce qu'ils nous ont dit à l'arrivée, mais finalement, il s'est prolongé, s'est étendu sur 2 jours. Sur 48 heures finalement. Sur 48 heures exactement. Donc quand nous arrivons, c'est là-bas que nous sommes reçus, où il y a un commandant, on appelle ça un commandant qui est également un détenu, qui vous rappelle qu'il est là depuis 25 ans. Il vous torture d'abord psychologiquement et puis il a un gourdin en main. Il frappe sur tous ceux qui osent lui poser une question, qui osent lui demander un service. Il est violent, il menace tout le monde. Et puis finalement, il nous dépouille de tout ce que nous pouvions encore avoir, parce que le dépouillement avait commencé depuis le portail, depuis l'entrée de la prison. Il parachève le travail qui avait été... Mais pourquoi parles-tu de dépouillement? On pourrait juste imaginer qu'en réalité, ok, pourquoi parles-tu de dépouillement? Parce qu'en fait, vous entrez en prison, peut-être qu'on vous prend vos effets pour pouvoir vous les remettre au moment où vous quitterez la prison. Si je parle de dépouillement, c'est parce que justement, nous n'avons plus jamais eu accès à tous ces effets personnels qui ont été saisis au moment où nous entrions en prison. Nous ne les avons pas revus, même pour ceux d'entre nous qui avaient déposé de l'argent sous décharge. Bizarrement, quand vous retournez, quand vous allez chercher votre adjudant, on vous envoie balader. Ou alors on vous demande des pourcentages de tout ça. Oui, alors Pierre Gaëtan. Oui, Pierre, comme nous sommes un peu pris par le temps, on ne va pas revenir. On va. Allô? Tu nous suis, hein? Oui, alors. Donc, oui, je disais donc on ne va pas revenir ici sur la nourriture. Bon, on a vu énormément de reportages, de témoignages où on nous parle d'une nourriture terrible, des conditions de vie terribles, des maladies, etc. Mais ce que moi je voudrais savoir, c'est que juste après votre sortie, il y a eu ce qu'on a appelé la mutinerie. Alors, pendant que toi tu y étais, est-ce que tu pressentais que quelque chose était en préparation dans ce domaine? Pour être plus complet, il s'avère que peut-être que c'était des pièges qui avaient été tendus pour les militants, entre autres les militants MRC ou bien les militants anglophones. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ces mutineries? Vous voyez bien que là, parlons de la mutinerie, parce que c'est un sujet assez sensible. Ce que je vais dire, c'est que la prison est comme une poudrière. La prison centrale de Yaoundé particulièrement est comme une poudrière, c'est-à-dire que chaque jour que nous avons passé là-bas, oui, on louait le ciel de voir le lendemain, puisque à tout moment ça peut péter. Oui. Déjà entre les prisonniers ça ne va pas, et puis surtout quand vous êtes là, vous ne savez pas ce que vous foutez là. Il y en a parmi nous qui sont partis de la rue pour la prison directement, ils n'ont même pas fait escale en cellule. Donc, oui. ils ne savent pas ce qu'ils font, ils n'ont jamais vu un procureur. Ça fait que c'est tellement tendu. Au bout, je ne suis pas surpris de voir ce qui est arrivé. À un moment donné, on a envie de se révolter face à tout ce qu'on subit là-bas. Et oui, croyez-moi, des tortures, c'est au quotidien. Aussi bien physique que moral, oui, psychologique. Est-ce que vous aviez la possibilité, vous, les prisonniers du MRC, de vous retrouver en conclave de temps en temps, là-bas en prison? Non, parce que les militants, alors les gens de camp, c'est comme ça qu'on nous appelait là-bas, qu'on nous appelle, parce que j'ai encore des avis politiques là-bas. Les gens de camp étaient très surveillés, et chaque fois que deux personnes se regroupaient,
même un prisonnier se donnait le droit de venir essayer de vous disperser. Donc, c'était pas évident. C'était pas évident. Les rencontres, c'était pas. Même quand les avocats arrivent et trois messages à faire passer, c'est souvent compliqué. Oui. Déjà, pour entrer, c'est pas évident. Alors, n'allez pas demander une salle de conférence pour vos réunions. C'est pas évident. Il y a des fois, quand les avocats sont là, on insiste quand même, on réussit à se concerter dans un cadre. C'était le plus souvent aux mineurs. Oui. Le mineur, c'est un quartier pour les mineurs, justement, comme son nom l'indique. Mais c'est pas évident de toutes les façons. Pas évident. Est-ce que vos familles, vous aviez... Déjà, nous sommes dispersés dans les quartiers différents. Oui. Nous sommes repartis dans des quartiers différents. Et pour sortir de son quartier, pour la grande cour, n'est pas du chocolat. N'en parlons plus d'aller d'un quartier à l'autre. Oui. Il y a des barrières partout et il faut monnayer pour évoluer. Donc c'était pas évident de se regrouper. Alors, vous qui n'étiez pas de Yaoundé, vous avez quand même reçu des visites de la famille? La famille arrivée, oui. Vous me voyez rigoler. Oui, on t'entend rigoler, oui. Mais à quel prix? À quel prix, que veux-tu dire? La question c'est à quel prix? Oui. Parce que, figurez-vous, vous êtes enlevé. Je suis présentement avec un ami politique ex-détenu comme moi. Oui. Qui avait été arrêté à Tchang. Il avait été arrêté à Tchang. Il vit à Mélon. Oui. Il réside à Mélon. Il était doit aller à des funérailles là-bas. On l'a attrapé dans la rue. Oui. Alors qu'il essayait de dépanner sa moto et il a fini en prison. Vous voyez donc que quand vous êtes dans de telles conditions, la seule personne qui puisse venir vous rendre visite doit partir de Mélon. Oui. Si on n'avait personne à Yaoundé. Et quand cette personne arrive, on lui demande des sommes exorbitantes. Pour pouvoir vous voir. Oui. Pour monnayer l'accès au pénitencier. Quand bien même la personne détiendrait un permis de communiquer. Parce Oui. que normalement, il suffit d'avoir un permis de communiquer et puis vous accédez à la prison. Même quand vous avez 100 mains, vous dépensez au minimum 1500 francs. Oui. 1500 francs même, je dis n'importe quoi. Parce que on a vu des personnes arriver et puis nous dire, preuve à l'appui, qu'ils ont dépensé plus de 5000 francs pour entrer. Regardez un prisonnier. Donc, on recevait les familles, mais difficilement. Et puis, à un moment donné, tant que vous arrivez et vous donnez un nom à consonance bamiléké, vous étiez systématiquement refoulé. Là, on cherchait plus à savoir si les du MRC, parce que pour eux, le MRC, c'était pour les bamilékés. Donc, quand bamiléké arrivait, on concluait qu'il vient chercher un militant du MRC, il venait chercher les cantos, et on le refoulait immédiatement. Et comment ça se passait pour les soins de santé? Pour la santé, vous me faites penser à un article relayé sur les ondes de la radio nationale il y a quelques jours. Oui, c'est tout le contraire de ce qui s'est dit dans cet article de toutes les façons. Si vous avez la chance de l'écouter, Vincent de Paul Atangana, oui. Je ne peux pas le citer. Si vous l'avez écouté, imaginez-vous juste le contraire de tout ce qu'il a dit. Vous comprendrez comment ça se passe à la prison. Donc, plus concrètement, j'ai personnellement été secoué par la maladie là-bas. Oui. Et ce fut un parcours de combattant pour accéder aux soins. Parce que quand vous arrivez, déjà pour sortir, comme je vous l'ai dit, de quartier, c'est pas évident. Vous faites bousculer par ceux-mêmes qui sont censés vous conduire à l'hôpital. Oui. Une fois à l'hôpital, c'est l'indifférence totale du personnel soignant qui, parce que ce sont majoritairement des dames qui sont là sur leur téléphone, à WhatsApper comme on dit. Et puis après, quand bien même on vous consulte, il faut payer pour les examens, il faut payer pour ci, il faut payer pour ça. Non. Pour finir, je vous dis que les médicaments ne sont pas disponibles. Oui. Maintenant de voir si vous pouvez, je ne sais pas moi, je vais dire commissionner. Quelqu'un. Le plus souvent, c'est encore un gardien de prison que vous commissionnez. Et s'il doit vous faire une commission, par exemple, s'il doit vous acheter les médicaments de 5 000, il peut aller jusqu'à vous demander 5 000 encore. Pour faire cette commission-là, oui. Pour qu'il aille vous acheter les médicaments de 5 000, il faut lui donner 10 000 francs.
autant de choses. Non, c'est le monde du racket permanent. Du pénitencier. Oui. Alors, Pierre Gaëtan. Oui. Pierre Gaëtan. Oui. Nous savons qu'une chaîne de solidarité avait été organisée par le parti, notamment en ce qui concerne votre nourriture, la nourriture là-bas. Est-ce que tu peux nous confirmer que vous étiez quand même peut-être, je vais dire, par rapport aux autres prisonniers, que vous étiez un peu privilégiés? Est-ce que ça se passait comme on nous l'a fait comprendre? Mais là, alors, c'était le jour et la nuit. C'est d'ailleurs le lieu pour moi de remercier tous ceux qui se sont privés pour nous offrir un repas. Parce que j'imagine que ce n'est pas évident. C'était le jour et la nuit, croyez-moi. Au point où, je vais vous raconter une petite anecdote. Oui. Quand que notre repas arrivait, tous les prisonniers devenaient des cantos. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on nous appelait les cantos. Et quand on voyait nos... Il y a des expressions comme ça, les cantos, les cantosas, les cantosors, c'est comme ça qu'ils nous taquinaient là-bas. Et Oui. dès qu'ils voyaient nos casseroles entrer, tout le monde disait canto, président, nous sommes tous des cantos. N'allez pas croire que nous ne sommes pas aussi du MRC. Tout ça parce qu'ils voulaient également avoir... Et puis il arrivait qu'on partage vraiment dans la mesure du possible. Oui. En fonction de la quantité, quand tout le monde avait eu sa part, on voyait dans quelle mesure vous pouviez partager avec les autres. Qui vraiment vivent. Oui. Donc voilà un peu. Oui, donc pour appuyer ce que tu dis, donc quelque part cette générosité qui s'est mise, cette chaîne de la générosité qui s'est mise en place avec à la fois les amis politiques ici en diaspora où nous sommes, mais aussi au Cameroun, et même de la part de beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout membres du MRC, qui sont simplement sympathisants. Il est important que cette chaîne-là continue parce que jusqu'à ce jour, nous avons encore plus de 150 de nos militants, de nos amis politiques qui sont restés là. Puisque, en plus de ceux qui ont été arrêtés en janvier avec vous, il y a eu, à la suite des marches du 1er juin et du 8 juin, d'autres personnes qui ont encore été arrêtées et qui sont venues rajouter le contingent. Je dois aussi préciser une chose que tu m'as dite et qui était, je trouvais terrible. C'est cette notion de mandataire. C'est-à-dire qu'il faut payer pour avoir un petit espace sur lequel on peut se coucher pour dormir et dans lequel qu'on devra ensuite aménager pour y mettre un matelas et pouvoir dormir. Et même aussi que pour les médicaments dont tu parlais tout à l'heure, le MRC a une petite trousse de médicaments qui est utilisée occasionnellement pour essayer de soulager, en tout cas, nos amis politiques en prison. Donc, il est important, quelque part, que cette chaîne continue à se maintenir, que tous ceux qui aujourd'hui nous soutiennent, tous ceux qui apportent cette aide, continuent à le faire parce que cette aide est vraiment précieuse pour nos amis qui sont toujours emprisonnés. Il me semble, Gaëtan. Tout à fait, Oui. tout à fait. J'ai envie de dire que ces personnes-là vivent une situation de crise humanitaire et ils ont besoin de l'assistance de tous. Oui. Il me semble que personne ne mérite de vivre ce qu'ils vivent là-bas. Et même pour d'autres prisonniers, pas que pour les militants du MRC, pour tous les autres, ils sont certes des prisonniers, mais ils restent des humains. Oui. Pas d'être déshumanisés jusqu'à ce point-là. Donc si quelqu'un peut accorder, je sais pas, un soutien à ces personnes, ça nous réchaufferait vraiment le Oui, cœur. qu'il n'hésite pas à le faire. Oui. Je lance un vibrant appel à cette solidarité agissante autant pour moi, Oui. qui a été manifestée jusqu'à présent, afin qu'elle puisse Pour qu'elle continue toujours. Oui. Alors Pierre Gaëtan, aujourd'hui, nous savons que Mamadou Mota, après la mutinerie, a été enlevé de la prison et qu'il se trouverait aujourd'hui du côté du CED. Mais pendant le temps que toi tu as eu à passer en prison, est-ce que vous avez eu des entretiens? Est-ce que tu as eu t'entretenir avec lui? Quelquefois, j'ai pu échanger avec lui, surtout à son arrivée, mais Oui. on n'a pas parlé
parler grand-chose. C'est le président et puis il salue tout simplement un autre prisonnier. Oui. On a échangé, maintenant je ne sais pas l'avenir, mais je l'ai rencontré, c'est ce que je dirais. Oui. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre programme. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire? Ce que je veux dire, c'est que ce que nous avons subi et ce que nous subissons encore, parce que nous sommes tellement touchés d'être aujourd'hui en liberté et de savoir que les nôtres qui sont engagés dans le même combat que nous sont encore de l'autre côté. Oui. Nous lançons un vibrant appel à l'envoi du gouvernement camerounais parce que nous croyons qu'on peut encore faire autrement. Le Cameroun n'a pas besoin de toute cette publicité négative. Ce que j'ai subi personnellement, je n'aime pas souvent parler de moi, mais je ne sais pas ce que ça rapporte au Cameroun. Oui. Je pense qu'on perd énormément à travers tout ce qui se passe et qu'on gagnerait à revenir en de meilleurs sentiments. D'accord. Est-ce que tu aurais des mots de réconfort pour tes camarades qui sont restés, pour nos camarades, qu'est-ce que je dis, pour nos camarades qui sont restés encore là-bas à Kontengui? Allô? Oui, je voulais savoir. Oui, allô, tu me suis? Oui, j'écoute. Oui, alors, nous voulons savoir si tu aurais encore un mot, si tu aurais un mot pour nos camarades qui sont encore détenus là-bas à Kontengui. Voilà, je vais quand même, je peux pas, j'aurais un mot à leur endroit, même s'ils n'auront que la personne interposée, puisqu'ils n'ont pas accès au téléphone là-bas, vous le savez. Mais je vais quand même leur dire de tenir bon, de ne pas oublier ce qu'on s'est toujours dit. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Oui. Quoi qu'il arrive, ça prendrait un peu de temps. Ça prendrait un peu de temps. Nous aimons ce pays et si nous sommes sortis, si nous nous sommes levés, c'est parce que nous avons un projet pour le Cameroun. Nous croyons que le Cameroun mérite mieux, les enfants du Cameroun méritent mieux. Donc, qu'ils tiennent bon. J'ai pensé très très fort pour maman qui met Job Adel, qui également a pris une balle. Je n'oublie pas Maître Michel, Célestin Jamen, qui sont ceux-là qui ont payé le plus lourd tribut. Il ne s'agit pas de minimiser les sacrifices et les peines que les autres sont en train de subir, oui. Donc, je souhaite que les gars soient forts, qu'ils restent courageux et qu'ils affrontent tout ce qu'ils subissent présentement avec beaucoup de stoïcisme. Je voudrais avoir également pensé pour notre camarade Fouti Kamden, qui, selon les dernières nouvelles, serait très très mal en point dans une cellule disciplinaire de la prison de Kontengui. Pendant un moment, on a même cru qu'il était disparu parce qu'on ne le retrouvait pas. Oui. Ce n'est que hier, selon ce qu'un visiteur nous aurait dit, qu'on a finalement compris qu'il était dans une cellule disciplinaire à l'intérieur de la prison. C'est toujours, je vais dire, prolongement de ce qui s'est passé dernièrement, des mutineries. Donc, il y a des personnes qui ont été extraites de la prison, mais d'autres qui ont été extraites de leurs locaux vers des cellules plus disciplinaires. Oui. Et pour Fouti Kamdem, j'ai appris qu'il était très mal en point. Et j'espère qu'il va retrouver son local ou au moins qu'il sera conduit vers un centre pour des soins. Oui. Et donc, Monsieur Kamdem est alors un peu comme notre premier vice-président, Mamadou Mota, qui lui a été clairement enlevé et conduit au CET. Et nos avocats ont pu se rendre compte de toutes les violences qu'il a subies. Donc il a un bras cassé, des blessures à la tête, de nombreuses commotions. Et nous déplorons complètement, vraiment, nous déplorons avec énergie cette attitude du gouvernement, du régime usurpateur de Yaoundé, qui jusqu'à ce jour continue à maintenir dans ces geôles de manière tout à fait illégale
des personnes qui n'ont fait qu'exercer leur droit le plus fondamental, c'est celui de pouvoir marcher, de pouvoir s'exprimer sur la conduite des affaires de leur pays. Gaëtan, merci pour ton intervention. Je vais donc passer la parole à mon confrère ici, là, Siméon Songo, pour conclure ce live. Merci Gaëtan, merci et beaucoup de courage pour la suite. C'est moi qui vous remercie. Ok. C'est moi qui vous remercie de m'avoir offert votre tribune pour parler de ce que j'ai subi, de ce que nous subissons encore. D'accord. Ok. Bonne fin de journée du côté de Kekem. Et vraiment, bien des choses. Et voilà, salut à tous. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Allez, ciao. Ok, ciao, ciao. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toutes les choses ont une fin. Nous arrivons au terme de notre communication politique. Comme le disait un célèbre anonyme, la perfection n'est jamais dans les hommes, mais parfois elle se trouve dans leurs intentions. Alors, quel que soit votre degré de satisfaction, nous comptons sur vos réactions sur la page Facebook du MRC Belux. Malgré